Domaine des dieux, pays de l'Iaque, fin Cantlos. Kémia errait sur le domaine. Une semaine était passée depuis sa rencontre avec l'autre, qu'elle appelait ainsi car elle ignorait son nom. Ils ne s'étaient pas revus depuis cette nuit où ils avaient discuté jusqu'à l'aube, évoquant les disparus qui faisaient leur point commun. C'était la première fois que Kémia en parlait. Son frère aîné, Jeff, avait un cancer auquel il avait préféré mettre lui-même un terme plutôt que d'attendre la fin d'une longue agonie. L'autre avait perdu sa sœur dans une embuscade tendue par la femme qu'il aimait ou qu'il avait cru aimer. Par ruse, elle les avait envoyés dans l'antre d'un diabale, un démon de feu. S'il avait pu s'en sortir presque indemne, sa sœur n'en avait pas échappé et son corps n'avait pas été retrouvé. Les elfes qui les avaient recueillis après la disparition de leurs parents avaient érigé un sanctuaire en sa mémoire. Mais l'autre ne s'y était jamais rendu. Ce qui lui redonnait de l'espoir, c'était la rancœur qu'il nourrissait en attendant de pouvoir la venger. Kémia, elle, était restée près de son frère jusqu'à ce que la dalle referme la tombe. Rien n'existait plus alors, rien qu'un immense vide. Et l'autre fut le premier qui put comprendre cette peine. « C'est comme si on m'avait arraché quelque chose, » avait dit Kémia. « Mon âme peut-être. C'est aussi ce que je ressens, » avait confessé l'homme. Se remémorant cette conversation et ravivant ses souvenirs, Kémia avançait en suffoquant à travers les champs en friche de plus en plus vite. À bout de souffle, elle tomba à genoux sur la terre humide. Les bras parcourus de picotements, le visage rougi, les yeux embués, la sueur au front, elle se mit à frotter son cou avec ardeur, comme pour se délivrer d'une étreinte. Puis, recroquevillée, le ventre comprimé, elle mit son poing demi-fermé sur sa bouche pour apaiser sa respiration. Peu à peu, ses pensées se calmèrent. Elle eut quelques sensations de vertige, envie de fermer les yeux, mais ce n'était rien. La crise était finie. Elle le savait, ce n'était pas la première fois. Relevant la tête, elle vit que les ouvriers affairés à réhabiliter l'un des 6 autres châteaux du domaine l'observaient. Elle avisa une vieille grange, non loin, et elle alla s'y réfugier. Après en avoir refermé la porte et s'être appuyée contre les battants un moment pour calmer les derniers étourdissements, elle choisit d'emprunter le semblant d'escalier qui jouxtait le mur d'entrée. En haut, sous un toit percé de toutes parts, elle se retrouva en équilibre sur une poutre instable et craquelée au-dessus d'un amoncellement de débris de pierres et de verres cassés. Une chute de cette hauteur serait sans appel. Les bras écartés, elle s'avança sur ce frêle support, et tant pis si elle tombait. Et lorsqu'elle bascula sur le côté, elle comprit que pour une raison inconnue, sa vie ou ce qu'elle choisirait d'en faire ne lui appartenait plus, car une main froide, qui l'avait d'abord saisie au poignet et puis au-dessus du coude, la remit en équilibre sur la poutre. Stabilisée, Kémia fit volte-face et scruta l'obscurité, ses yeux injectés de colère et les joues empourprées de honte. Mais, face à un silence déconcertant et la certitude qu'elle était finalement seule, elle redescendit l'escalier et sortit de la grange. Malgré l'heure tardive, elle décida de rejoindre un moulin en ruine qu'elle avait repéré plus tôt dans l'après-midi. La façade du bâtiment s'était effondrée. Il lui fut donc facile d'y entrer. D'en bas, elle avait repéré l'endroit idéal où elle obligerait son mystérieux sauveur à se manifester encore une fois. Pour cela, il lui fallait prendre un minimum de risques, assez dangereux pour être crédible. Elle se hissa donc sur la plateforme où se trouvait le rouet. Il y avait encore les cieux et les ailes à la voilure déchiquetée. Elle grimpa sur l'axe et avança jusqu'à son extrémité, debout entre les traverses. Là, grisée par le vent et la nuit, portée par des effluves et des senteurs inconnues, elle en oublia un instant les raisons de sa venue. Il lui semblait qu'elle pourrait s'envoler. Se dressant alors sur la pointe des pieds, elle ferma les yeux, écarta les bras et... Un craquement derrière elle la déconcentra.
Saisie par le col, elle fut tirée vers l'arrière et une voix sépulcrale la conjura. « Ne te retourne pas !» Glacée par le ton de son sauveur, Kémia osa tout de même demander « Pourriez-vous juste me dire qui vous êtes ?» Aucune réponse. Il la lâcha, et n'eût été le froissement des tissus, ce fut comme si s'était évaporé. Kémia s'assit sur l'axe et se pencha en avant pour voir ce mystérieux personnage sortir du moulin par là même où elle était entrée. S'étant arrêté un peu plus loin, il se tenait droit et malgré son visage dissimulé sous une capuche, elle était certaine qu'il la regardait. Quelque chose dans sa stature lui était familier. À n'en pas douter, c'était lui qui l'avait aidé dans la forêt, qui l'avait retenu en haut de la tour et tout à l'heure dans la grange. Un fil invisible semblait tendu entre eux. Elle savait qu'il la mettait au défi de recommencer et que si tel était son choix, elle ne pouvait être sûre qu'il la sauverait encore une fois. D'un commun et silencieux accord, ils se détournèrent l'un de l'autre. Kémia rentra au château et il regagna l'obscurité des arbres. De retour dans sa chambre, elle s'allongea sur l'édredon au moment même où l'autre apparut, lui aussi couché dans son propre lit. Comme il était torse nu, Kémia vit que les marques de brûlure qu'elle avait aperçues sur ses bras s'enroulaient comme des serpents du bout de ses doigts jusqu'à ses épaules. Son abdomen était lui aussi marqué de cicatrices pareilles à celles qu'auraient laissées des lames ou des coups de fouet. « C'est tout de même un peu étrange, non ?» dit-elle pour briser le silence de ce moment gênant. « C'est une habitude à prendre. Le plus simple serait d'ôter votre pierre. Pourquoi moi? Pourquoi pas vous? Lequel d'entre nous a volé la sienne ?» Un silence. « Et la durée de nos rencontres, elle est aussi aléatoire? Les pierres ont leur propre conscience. Elles décident du temps qu'elles nous octroient. Ce peut être Il s'évapora. « Ce peut être fugace, j'ai compris. » soupira Kémia. Elle se demandait néanmoins ce qu'il se serait passé si elle s'était allongée à l'endroit où il était ensuite apparu. Elle obtint sa réponse plus tard dans la nuit, alors que, la bouche tordue par ses hurlements, elle se débattait dans son sommeil. À ses habituels cauchemars s'ajoutait l'expression de stupeur du liard qu'elle avait tué, une expression qui la hantait depuis quelques nuits. Ce fut le contact d'une main sur son épaule qui l'arracha à cette vision. Réveillée, elle s'aperçut que l'autre était à côté d'elle et qu'il pouvait la toucher. Elle lut à la faveur du halo de lumière qui l'éclairait une inquiétude sur son visage. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il. Elle voulut lui répondre, mais comme les pierres n'en faisaient qu'à leur tête, elle se retrouva soudain dans le noir, avec sa détresse pour seule compagne. Elle ôta la pierre de son cou et à tâtons elle cherchait le briquet d'acier pour allumer sa bougie lorsque quelqu'un frappa et entra, sans attendre d'invitation. « Tout va bien ?» lui demanda Hook qui s'approcha du lit, une chandelle à la main. Kémia remonta la couverture sur elle. « Je vous ai entendu crier » poursuivit-il en déposant la chandelle sur la table de chevet. « Des cauchemars » souffla-t-elle en se laissant retomber contre son oreiller, un bras sur le front. « Rien de grave en soi, c'est juste chiant. » Il s'assit au bout du lit. « J'en fais également, » admit-il, tête baissée, les mains jointes maintenues en étau par ses genoux. « Est-ce que vous rêvez des personnes qui sont mortes ? Je ne rêve jamais d'autre chose. Et est-ce que vous aussi, dans votre rêve, vous savez qu'ils sont morts et que vous vous réveillerez ? Oui. » Kémia s'assit en repliant ses genoux. « Peux-vous poser une question ? » Bien sûr. Comment devient-on immortel ? Oh, en fait, je ne suis pas né à Sardamen. Lorsque je suis arrivé ici, j'avais déjà une 50aine d'années. D'où veniez-vous alors ? Il réprima un sourire mal à l'aise. Vous connaissez le manoir Bellay, je crois. Oui, c'est par là que je suis arrivé. Moi aussi, du temps où j'y habitais. Les yeux de Kémia s'arrondirent.
C'est vous, le comte de Bellay, porté disparu au XVe siècle ? Oui. Elle était ébahie. Malgré ce que Gemma lui avait raconté, les histoires atroces qu'elle avait lues sur cet homme en effectuant ses recherches sur le manoir Bellay avaient laissé une empreinte plus profonde. Et voilà qu'il était assis au bord de son lit. Cet homme réputé pour avoir commis des sacrifices et pratiqué la magie noire était assis sur son lit. Peut-être devrais-je commencer par vous demander ce que vous savez sur moi, proposa-t-il après s'être frappé les mains contre les genoux, nerveusement. À vrai dire, pas grand-chose, sinon des légendes. Devait-elle aborder le sujet? Elle en avait très envie. Vous êtes considéré comme un pratiquant des sciences occultes, mais Gemma a dit que non. Et que vous a-t-il dit d'autre? Demanda Hooke d'une voix hésitante. Elle voyait bien qu'il fuyait son regard. Que votre femme était morte d'une maladie et que votre fille s'était suicidée parce que vous n'acceptiez pas l'homme qu'elle voulait épouser. Hooke sourit, désabusé. Elle ne s'est pas suicidée parce que je lui refusais un prétendant. Elle s'est suicidée parce que j'ai tué cet homme. Hein? Il semblait à la fois mal à l'aise mais aussi désireux de parler, comme s'il avait longuement souhaité mettre au clair une histoire sans en avoir jamais eu l'occasion. C'était un jeune coq qui se pavanait et qui promettait à ma fille une vie sublime sans être capable de retrousser ses manches. Le ton est monté entre nous. Il m'a défié en duel. Ma fille a essayé de nous en empêcher, mais la question de l'honneur était plus importante. Je ne voulais pas le tuer, juste lui donner une leçon, une éraflure, rien de plus. Mais cet idiot ne connaissait pas les règles d'un duel au premier sang. Il était enragé. Il fit une pause, les yeux dans le vague. En me défendant, ma lame a atteint l'estomac, en dessous des côtes. Un quart d'heure à vivre tout au plus. Il n'avait que 18 ans. Le soir même, ma fille se donnait la mort. Tout en parlant, il massait son poignet droit. Je me suis tranché la main qui avait tué ce jeune homme. Kémia fixa cette main. Si c'est une fausse, elle est super bien faite. Si nous nous étions croisés dans votre monde, je paraîtrais plus vieux et j'aurais un crochet à la place de mes doigts. Ici, on m'a rendu l'apparence que j'avais avant. Kémia le dévisageait, déconcerté. Comment? Je ne comprends pas. Il rit. C'est normal. J'ai trouvé ce monde tout à fait par hasard. Mais je ne saurais pas bien vous expliquer comment, car j'étais devenu fou. La culpabilité, le chagrin, le deuil, le remords. Lorsque je suis arrivé ici, j'étais un dément qu'on s'est empressé d'enfermer et de condamner à mort. Un homme, un seul s'y est opposé, Liak. Le dieu? Tout à fait. Il a demandé qu'on me laisse une chance. Il s'est battu pour ça. Mais une personne n'y était pas favorable. Qui donc? Une sorcière. Tamaska Sonoma. Dès le début, entre elle et moi, les rapports ont été conflictuels. Et pour me punir, elle m'a infligé l'immortalité. Et cette apparence que vous voyez. D'un côté, je la hais pour cela, et d'un autre, je l'en remercie, même si je ne le lui avouerai jamais, précisa-t-il dans un clin d'œil. Grâce à elle, j'ai pu vouer mon existence à protéger Liak et les siens. Mais Kémia voyait sa gorge se contracter. J'ai tenté, se corrigea-t-il. J'ai tenté de protéger Liak. Mais à la guerre, on ne peut pas avoir des yeux partout. Je le tenais dans mes bras lorsqu'il est mort. Et jusqu'au bout, je l'ai remercié de m'avoir fait confiance. Son regard s'était obscurci. Et il y avait Pix. J'appelais Liak mon frère. Pix était mon meilleur ami. Lui aussi, je voulais le protéger. Je voulais tous les protéger. Mais ils étaient mortels. Sauf que Pix est mort par ma faute. Il inspira plus longuement et reprit. C'était lors d'une fête, dans son château, là où il vivait avec Miora, son épouse. Je n'ai jamais pu y retourner depuis, ajouta-t-il sur un ton plus bas. Nous chantions et nous buvions, j'avais laissé ma coupe dans un coin et je l'ai reprise lorsque nous avons voulu porter un toast. Pour je ne sais plus quelle raison, Pix et moi avons décidé d'échanger nos coupes. Le poison était dans la mienne, il m'était destiné, et c'est Pix qui l'a bu. Il s'interrompit un moment. Croyez-moi, je sais ce que sont les nuits où revivent les morts.